Nous sommes le 21 juillet 2020 et cette vidéo est une seconde vidéo réalisée pour faire le point sur la situation des données expérimentales autour de l'épidémie de Covid-19. Cette vidéo est une seconde vidéo. La première vidéo a été postée il y a plusieurs mois et c'était une première tentative d'essayer d'expliquer quelle mise en forme on pouvait faire des données publiques que l'on trouve partout en ligne ou dans la presse et comment par des mises en forme pertinentes on arrivait à faire monter des informations qui étaient cachées dans ces données. Dans cette vidéo présente, nous allons pouvoir pousser les choses beaucoup plus loin parce que évidemment du temps s'est écoulé, les données maintenant deviennent très nombreuses et on commence à pouvoir tracer une histoire assez précise de l'épidémie. Et en particulier, nous sommes au 21 juillet dans une phase où cela fait un peu plus de 2 mois que la France a déconfiné sa population et plusieurs questions se télescopent. Une question qui est très présente, c'était de savoir si les pays qui ont confiné ont eu raison de le faire, ont eu raison de le faire quand ils l'ont fait. Est-ce que le bénéfice a vraiment été spectaculaire et donc est-ce qu'il a justifié les contraintes économiques et sociales que ça a posées? Et ces questions se télescopent, comme je le disais, avec d'autres questions plus inquiètes qui sont relatives à la reprise éventuelle de l'épidémie, sachant que beaucoup de pays donnent des indicateurs qui semblent suggérer une circulation très active du virus malgré les mois de confinement. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre les techniques que nous avions exposées dans la dernière vidéo, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, et avec ces techniques, essayer de faire une exploration un peu systématique sur plusieurs pays pour essayer de savoir quel a été l'effet du confinement dans les pays qui l'ont pratiqué, et aussi dans l'espoir d'identifier si on assiste, oui ou non, au démarrage de la deuxième vague d'épidémie tant redoutée. Alors, si je reprends les données de la fois dernière, nous avions tracé des courbes sur le cas spécifique de la France, qui était celui qui nous intéressait, et nous avions des données qui avançaient à peu près jusqu'à la moitié du mois d'avril, comme par exemple cette courbe des cas identifiés entre le début de l'épidémie, où le jour numéro 0 correspond à la première détection d'un cas en France, jusqu'au jour 80, donc à peu près mi-avril, et le point rouge que vous voyez dans cette courbe, c'était la date du début du confinement. Alors, j'avais illustré dans la vidéo précédente que ce type de courbe en coordonnées cartésiennes simples pouvait être intéressant, mais était tout de même difficile à lire, parce que évidemment, comme on a affaire à des évolutions du nombre de cas plus ou moins exponentielles, ça grandit très très vite, et quand ça grandit très très vite, ce qui se passe au début de l'histoire devient totalement illisible, complètement caché dans une ligne horizontale très proche du zéro. Du coup, j'avais expliqué pourquoi il y avait un intérêt à basculer sur des diagrammes logarithmiques, l'idée étant donc d'afficher non pas le nombre de cas en fonction du temps, mais le logarithme du nombre de cas en fonction du temps, et quand même graduer évidemment les axes en nombre de cas pour que des êtres humains normalement constitués puissent comprendre de quoi on parle. Alors pourquoi c'était intéressant d'étudier les logarithmes plutôt que les valeurs directes? Eh bien parce que les logarithmes ont cette propriété qu'ils dilatent les petites échelles, compriment les grandes échelles, et cela permet assez facilement de regarder à la fois sur le même graphe ce qui se passe au tout début quand on a quelques cas, et ce qui se passe beaucoup plus longtemps après quand on a des centaines de milliers de cas. Les graduations successives ne sont pas simplement des additions, 10, 20, 30, 40, 50, mais ce sont des multiplications. Chaque saut de ligne correspond ici à une multiplication par 10, donc on peut comme ceci facilement tracer l'évolution des cas entre 1 et 100 000, et ce qu'on voit c'est évidemment toutes les phases intéressantes de cette évolution qui étaient cachées dans le diagramme cartésien classique. On a eu une annonce de stade 3, qu'est-ce que c'était que cette fameuse annonce de stade 3? Eh bien c'était l'annonce qui disait que ça y est, le virus circulait en France et que l'épidémie démarrait et qu'on allait être obligé de la traiter au niveau national. Eh bien, si vous regardez ce type de courbe, on voit très bien que l'annonce de stade 3, elle est arrivée quelques jours après un changement très brutal dans l'évolution du logarithme des données. On voit très bien que pendant les 35 premiers jours, on a quelque chose d'assez plat, quelques cas qui stagnent à une dizaine, et au bout du 34-35e jour, on a une explosion soudaine des cas. On peut dire donc qu'on est en train de passer en phase 3, en circulation globale, ce qu'on voit dans toute la suite. Le deuxième point, le point rouge, on y revient, c'était la question du confinement. Et évidemment, l'idée du confinement, c'était de tenter de réduire, de tuer dans l'œuf, l'évolution de cette épidémie. Alors, si on se contentait de tracer les cas comme ceci, en fonction du temps, eh bien, il n'était pas tout à fait évident de voir l'effet direct du confinement. On a vu dans la vidéo précédente qu'il était possible de traiter les données qui sont ici d'une manière qui faisait remonter un signal à faible bruit, à faible niveau, afin de détecter les gros événements
qui surviennent autour de cette épidémie et leur impact sur l'évolution du nombre de cas. Mais on va reprendre ces notions avec les données qui sont les plus récentes, c'est-à-dire que là on avait le début finalement de l'épidémie en France entre le 1er et le 80e jour, donc jusqu'à mi-avril, je vous rappelle. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la suite, on va démarrer autour du 40e jour, et on va regarder jusqu'à la mi-juillet à peu près ce qui se passe. Alors, on trouve maintenant l'évolution de cette courbe. Alors vous voyez que cette courbe, c'est la suite de la courbe précédente. J'ai été obligé de changer le graphisme de la courbe afin de permettre de bien voir des points qui sont maintenant très très nombreux. On trace l'évolution du nombre de cas entre le 40e jour et aujourd'hui, c'est-à-dire s'approchant du 180e jour, à nouveau 40e jour et 180e jour, après la détection du premier cas. Alors, ici, j'ai rajouté à nouveau un petit point, il est plus rouge, il est bleu cette fois, c'est parce qu'on va rajouter d'autres courbes, donc il me fallait d'autres couleurs. Et ce point bleu représente à nouveau le confinement. Alors, il faut noter une petite chose ici, une petite différence avec la courbe précédente, c'est que cette fois-ci, on a rapporté le nombre de cas par million d'habitants, c'est-à-dire qu'on a divisé le nombre de cas total sur la France par le nombre d'habitants en France. Et ça, c'est tout à fait intéressant et important parce que si l'on veut pouvoir comparer différents pays, évidemment, ça n'a pas grand sens de comparer des chiffres absolus. On vous donne régulièrement aux informations ou dans les journaux le nombre de cas de Covid-19 de tel ou tel pays qui est en tête du peloton. Ce sont des chiffres qui ne sont pas très intéressants parce qu'évidemment tout ça dépend de la taille du pays. Il n'est pas très surprenant que les États-Unis, par exemple, aient beaucoup plus de cas que le Luxembourg. Même si tous les deux pays appliquaient exactement la même politique de santé publique, il y aurait beaucoup plus de cas aux États-Unis qu'au Luxembourg pour des raisons de taille de population, donc pour des raisons totalement évidentes. Donc première chose, si l'on veut comparer différentes courbes de différents pays, eh bien déjà le minimum c'est de comparer des courbes ramenées à la population. C'est ce qu'on a fait ici pour la France. Alors, ce que j'ai cherché à faire ici, c'est de comparer avec des pays, soit qui ont eu des stratégies assez proches de celles de la France dans leur gestion de l'épidémie, soit au contraire qui ont eu des stratégies radicalement différentes. Et parmi les stratégies radicalement différentes, on peut citer deux pays. Ce premier pays, vous le voyez, c'est la Suède, en orange, et le deuxième pays sont les États-Unis, en rouge clair. On verra en quoi ces deux pays ont suivi des trajectoires assez différentes de la France. Mais au-delà, on va aussi regarder d'autres cas. Par exemple, des pays considérés comme des bons élèves de la gestion de l'épidémie, la Corée du Sud, ou alors des pays européens qui ont appliqué les mêmes protocoles que la France, mais avec des succès plus ou moins équivalents, comme la Roumanie. Alors, je disais qu'il était intéressant de comparer le nombre de cas par million, plutôt que le nombre de cas. Ce qu'il faut voir aussi, là-dedans, c'est qu'il n'y a pas que la taille du pays qui joue, il y a aussi un autre facteur qui est le temps. Un pays qui a été très tôt contaminé, eh bien, aura une courbe qui sera dans une phase lointaine de son évolution, alors qu'un pays qui vient juste de connaître ses premières contaminations, il sera au début de son évolution et la dynamique sera complètement différente. Donc c'est ce qui explique aussi en partie l'étagement, l'écart de ces courbes. Elles sont différentes d'abord parce que les pays ont utilisé des stratégies différentes pour répondre au virus, mais aussi elles sont différentes parce que selon les pays en question, nous ne sommes pas au même niveau de l'épidémie. Je vous rappelle que le nombre de jours ici est gradué en supposant que le jour 0, c'est le jour du premier cas détecté en France. Bien évidemment, la Corée du Sud a un premier cas qui a été détecté plusieurs mois avant la France. Et on voit ici, par exemple, que le Portugal a vu ses premiers cas détectés plus tard que la France. Donc il reste une difficulté de comparaison à cause de cet étagement de l'évolution de l'épidémie. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est qu'en réutilisant une procédure déjà définie dans la vidéo précédente, on va pouvoir aussi s'affranchir de ce retard ou de cette avance dans le temps des différents pays pour pouvoir tous les comparer avec exactement les mêmes critères. Et là, on pourra avoir une espèce de hiérarchisation très précise ou caractérisation précise de l'effet des différences de gestion de l'épidémie en fonction des pays. Et cette caractérisation, elle fera abstraction de la taille des pays, et elle fera abstraction de leur date d'entrée dans l'épidémie. Alors, si on reprend la vidéo précédente, eh bien, il existait donc un intérêt particulier à tracer non pas le nombre de cas en fonction du temps, mais à tracer le nombre de nouveaux cas en fonction du nombre de cas existants. Alors pourquoi cette donnée particulière? Eh bien déjà parce que vous voyez que ça vous donne une indication de la capacité du virus à se propager, mais si vous vous rapportez à la première vidéo, vous vous souviendrez que tracer la variation d'une courbe en fonction de la valeur de cette courbe, eh bien, c'était une procédure très efficace pour reconnaître précisément un type de loi mathématique, les lois exponentielles.
Et comme le démarrage de ces épidémies suit des lois exponentielles, eh bien, tracer ce type de données va nous permettre de bien détecter les phases exponentielles, les démarrages, les arrêts ou les redémarrages de l'épidémie. En réalité, on ne peut pas directement tracer le nombre de nouveaux cas par jour, par exemple, et espérer obtenir quelque chose de lisible, parce que c'est très bruité. En revanche, si vous le filtrez, si vous prenez sa moyenne sur des temps un peu plus longs que la journée, là les tendances deviennent assez claires. Et ici, conformément à ce qu'on a observé dans la vidéo précédente, eh bien on s'aperçoit que si chaque jour on considère non pas les nouveaux cas de ce jour, mais la moyenne des nouveaux cas dans la semaine qui vient de s'écouler, eh bien dans ce cas-là on a un signal qui devient beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair et qui marque des tendances vraiment très fortes et très nettes. Alors donc, ici j'ai tracé le nombre de nouveaux cas en France en fonction du nombre de cas existants, avec une petite différence tout de même, c'est que toutes ces données sont normalisées par rapport à la population. Alors, on retrouve une courbe qu'on a déjà vue, mais dont on a vu qu'une toute petite partie. On retrouve une courbe qui représente une très très belle droite entre 10 et 1000 cas détectés par million d'habitants. Eh bien, si cette courbe est droite, ça veut dire que la loi sous-jacente est une loi exponentielle. Donc on est vraiment dans un régime de diffusion rapide et non bridée de l'épidémie. C'est le début de la phase épidémique. On voit à nouveau un point marqué, c'est le point correspondant à la date du confinement. Il n'y a pas le temps dans ce graphique, pas explicitement en tout cas, puisqu'on parle de nouveaux cas en fonction des cas existants, mais comme le nombre de cas existants ne fait qu'augmenter, plus le nombre de cas est grand, plus le temps avance. Donc à chacun de ces points, on pourrait associer une date, même si évidemment ce graphique ne porte pas cette information. Eh bien, on s'aperçoit que la date du point bleu, c'est donc bien la date du confinement, le 16 mars, et que le 16 mars, on avait 100 cas par million d'habitants en France. 100 cas mesurés. Il pouvait très bien y avoir beaucoup plus de cas, mais dont on n'avait pas fait les tests sérologiques. Et si vous vous souvenez de cette courbe dans la première vidéo, on apercevait quelque chose de tout à fait fascinant. Après exactement 14 jours, la courbe, très brusquement, quittait sa pente exponentielle pour redescendre à très grande vitesse. Cette cassure, eh bien, c'est la marque directe des effets du confinement et des mesures de distanciation sociale. Alors, depuis, la courbe est allée beaucoup plus loin, puisque on n'avait que quelques points dans la courbe il y a quelques mois. Là maintenant, évidemment, toutes les données post-confinement sont présentes, y compris les données issues de la période de déconfinement qu'on vient de passer. Et ce qu'on voit ici, clairement, eh bien, c'est que après les 7 ou 8 semaines de confinement, le nombre de nouveaux cas par jour avait tellement chuté qu'il était revenu à la valeur qu'il avait lorsque nous n'avions encore que 20 cas avérés par million d'habitants. Alors, vous voyez l'efficacité de la procédure, parce que là, on avait a priori 100 fois plus de gens contaminés par la maladie, et pourtant, avec 100 fois plus de gens contaminés, on ne créait pas plus de nouveaux cas que lorsqu'on était au tout début de l'épidémie. Donc c'est une très belle réussite dans la stratégie de cassure de la diffusion de l'épidémie. Et le deuxième point qu'on peut voir aussi, c'est que les 20 ou 30 derniers points dans cette courbe correspondent à la période post-confinement. Après le 11 mai donc. Et dans cette période, qu'est-ce qu'on voit? Alors, évidemment, la courbe ne continue plus à descendre, elle se stabilise en quelque sorte, mais elle se stabilise dans un niveau de contamination bruité, un peu aléatoire, mais qui reste toujours très bas, c'est-à-dire qui reste toujours inférieur à 10 nouveaux cas par jour et par million d'habitants, ce qui est un taux de contamination comparable à celui que nous avions, comme je le disais, au tout début de l'épidémie. Ça veut dire qu'on a réussi à casser l'évolution de l'épidémie et que pour le moment, le déconfinement n'a pas provoqué de redémarrage de cette épidémie. Alors, on a regardé le cas pour la France, mais là maintenant on a un outil vraiment très puissant. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, avec ce type de courbe, on fait abstraction de la taille des pays parce qu'on ne traite que les résultats par million d'habitants, et aussi on supprime le facteur temporel en regardant l'évolution non pas en fonction du temps, mais en fonction du nombre de cas. Alors, je viens de décrire abondamment pourquoi on pouvait, d'après cette courbe, affirmer que le confinement en France a été très efficace et que les mesures prises depuis permettent pour le moment de maintenir les bénéfices gagnés au prix de ce confinement. On va comparer le cas de la France, par exemple, au cas d'un pays qui est considéré comme un des meilleurs élèves de la cour d'école, la Corée du Sud, dans sa gestion de l'épidémie. Et si on compare ça, eh bien, il y a deux choses qui frappent. La première chose, c'est que, maintenant qu'on a enlevé le facteur temps, les courbes épidémiques se superposent. Alors, elles ne se superposent pas tout au long, parce qu'évidemment les choix médicaux ou politiques ne vont pas intervenir au même moment de l'épidémie en fonction des pays, mais en tout cas, pour ce qui est de la dynamique de démarrage de l'épidémie,
Le critère qui est tracé sur cette courbe est universel et la dynamique de tous les pays ou presque s'empile sur cette même droite. Donc on voit ici la Corée du Sud qui suit, dans les premiers temps de son épidémie, exactement la même loi que celle qu'a suivie la France. Mais ce qu'on voit du côté de la Corée du Sud, c'est évidemment quelque chose d'important et d'impressionnant, c'est qu'ils suivent exactement la même chute brutale de la contamination que nous avons pu mettre en place grâce au confinement, sauf que eux ont deux différences par rapport au cas de la France. Ils n'ont pas confiné leur population et ils ont pris des mesures extrêmement tôt dans l'épidémie. Extrêmement tôt, on peut le voir, pourquoi? Parce qu'ils ont cassé la croissance exponentielle alors qu'ils n'avaient encore qu'à peine plus de 10 nouveaux cas par million d'habitants et par jour. En France, nous n'avons réussi à casser la dynamique de l'épidémie qu'une fois arrivés, d'après ces données, à 70 nouveaux cas par million d'habitants. Donc très en retard par rapport à la réussite coréenne. Le deuxième point, j'en parlais, c'est que leur stratégie n'a pas du tout été celle de la France, mais elle a été néanmoins drastique. Ils n'ont pas confiné leur population, mais ils ont fait un suivi systématique de chaque individu, ils ont fait des tests massifs et des prises de température systématiques dans tous les lieux publics, avec mise à l'isolation de toutes les personnes suspectées d'être contaminées. Donc une pression sociale extrêmement forte aussi, d'un autre genre que celle du confinement. Eh bien dans les deux cas, on voit que cette ampleur de réaction porte ses fruits. Les deux courbes sont très très similaires. Évidemment, le bénéfice va à la Corée du Sud, essentiellement par leur vitesse de réaction. Revenons maintenant à une comparaison un peu différente. On a comparé la France ici à un très bon élève. On va maintenant comparer la France à un moins bon élève. Alors, je recadre un petit peu la courbe, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est donc toujours le cas de la France. Cette fois-ci, la courbe ne commence qu'au moment du confinement. Et pourquoi ça? Parce qu'on va comparer maintenant le cas de la France au cas des États-Unis. Si l'on regarde la courbe des États-Unis, deux choses à nouveau. Pendant la phase de croissance libre, entre guillemets, de l'épidémie, les courbes se superposent assez bien. Ça, c'est la dynamique propre de cette maladie-là, de ce virus-là. C'est pas lié au pays ou à la nationalité des gens qui l'attrapent. En revanche, la grosse différence, évidemment, c'est ce qui se passe après la prise en compte des mesures visant à combattre l'épidémie. En France, nous avons mis en place des gestes de distance, des modifications de comportement et bien sûr un confinement assez drastique. Aux États-Unis, dans la même phase de l'épidémie, il y a eu énormément de signaux incohérents, avec un confinement recommandé mais non obligatoire dans beaucoup d'endroits, puis rendu obligatoire dans certains États, tandis que d'autres États déconfinés. Bref, une absence de cohérence et des mesures qui, même lorsqu'elles ont été décidées, ont été appliquées de manière très inégale, à la fois en fonction des États et en fonction de la couleur politique des gens amenés à les appliquer. Et le résultat est sans appel. Dans la première phase de tentative d'action, on voit effectivement que les États-Unis arrivent à peu près comme la France à abaisser la courbe et à casser la dynamique exponentielle, sauf que cet abaissement de courbe n'est pas aussi brutal et efficace que celui de la France. C'est un plateau un peu mou. Et puis deuxième souci, eh bien, c'est que la courbe repart de plus belle, et pire encore, elle repart avec un taux de croissance encore plus grand qu'au début, une fois que la densité de malades est devenue importante. Et là, c'est la conséquence, essentiellement, d'un confinement mal pensé, et surtout d'un déconfinement trop rapide dans une société qui n'a absolument pas systématisé les mesures barrières que préconise à peu près le reste de la planète. On voit que non seulement les États-Unis sont en très mauvaise posture, mais qu'en plus ils sont loin, très loin, d'avoir stabilisé leur courbe. À ce point-là, on a un pays qui est en pleine crise épidémique. Prenons maintenant les États-Unis tout seuls. À quoi va-t-on les comparer? Eh bien, on va essayer de les comparer à d'autres pays qui connaissent un rebond pour des raisons qui peuvent être diverses, soit parce qu'eux-mêmes ont eu une politique un peu inconsistante, soit parce qu'ils ont eu une politique consistante mais qui a manqué de moyens, ou soit pour des raisons plus complexes encore que cela. Et pour cela, il y a deux pays qui sont intéressants, parce que ce sont deux pays où un rebond assez similaire est visible. Il s'agit du Portugal et de la Roumanie. Regardons le cas de la Roumanie. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une dynamique très très semblable à celle des États-Unis. Sauf que cette dynamique démarre plus tôt. Ça veut dire que la Roumanie a mis en place ses procédures contre l'épidémie beaucoup plus tôt que les États-Unis, alors qu'ils étaient à un nombre de nouveaux cas par jour 100 fois plus petit par million d'habitants à nouveau. On compare bien des choses comparables. Donc la Roumanie a réagi plutôt très vite, plutôt très bien. Le problème, clairement, c'est une question probablement de moyens et aussi de migration importante vers et hors du pays. Ces consignes d'isolement et de confinement assez fortes n'ont pas réussi aussi bien qu'en France à endiguer l'épidémie et surtout
on voit clairement qu'un rebond épidémique vient de suivre de manière très précise le déconfinement qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc hélas, on peut tout à fait penser que la Roumanie sera amenée à reconfiner sa population dans un avenir très bref, ou appliquer des mesures en tout cas drastiques pour casser cette remontée. Et je vous parlais enfin d'un dernier pays qui était le Portugal, qui avait rencontré à peu près le même type de difficultés. Eh bien, on voit très bien, sur cette courbe grise, que le Portugal se comporte lui aussi de la même manière. Ils ont été finalement plus tardifs que la Roumanie dans leur réaction. Le Portugal, qui avait mal démarré, a réussi avec son confinement à rétablir un peu la situation, mais est en train à nouveau de perdre le contrôle de l'épidémie, sauf si bien sûr le gouvernement prend une décision ferme sur des mesures importantes. On a parlé du cas des États-Unis, donc on a classé comme mauvais élève. On va pouvoir comparer un autre élève qui intrigue beaucoup de gens en Europe, qui est le cas de la Suède. Alors le cas de la Suède, c'est un cas particulier parce que leurs services de santé ont décidé d'à peu près ne rien faire. Ne rien faire, ça veut dire ne pas préconiser de mesures de distanciation particulières autres que des conseils généraux vers les personnes âgées essentiellement, n'imposer aucun confinement et n'imposer aucune mesure de protection individuelle du type masque, gestes barrières, etc., etc. Donc, le choix d'un pays de laisser faire l'épidémie. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, malheureusement, les chiffres ont tendance à donner tort à l'espoir qui était celui de la Suède d'arriver assez vite à une immunité de groupe et de juguler ainsi l'épidémie, puisqu'on voit que la Suède, avec son absence de mesures, a suivi pendant très longtemps un chemin tout à fait semblable à celui des États-Unis. Ce qui est un record qui n'est pas très enviable. On a eu, vous le voyez, à certaines phases, un taux de contamination en Suède encore plus important que celui observé aux États-Unis par million d'habitants. Donc on peut vraiment dire une infection galopante, absolument pas maîtrisée. Le souci évidemment, c'est que si on regardait les chiffres de mortalité associés à cette courbe, eh bien c'est que la mortalité par million d'habitants, elle aussi, a été absolument gigantesque. En Suède, encore plus grande qu'aux États-Unis. Il est difficile de ne pas considérer l'expérience suédoise comme un énorme échec. Ceci étant dit, si vous regardez l'évolution ultérieure de cette courbe, vous voyez qu'elle repasse sous la courbe des États-Unis, qu'elle se réinfléchit. Alors, je ne peux pas dire exactement qu'est-ce qui provoque en Suède cette inflexion du taux de contamination. Clairement pas des décisions gouvernementales car ils maintiennent à nouveau leur politique de laisser faire. En revanche, ce que l'on sait si on examine un peu la presse suédoise récente, c'est que de plus en plus de gens en Suède spontanément commencent à appliquer des mesures de prise de distance sociale, des mesures barrières. Et donc on peut dire que c'est là pour le coup non pas un choix étatique, mais plutôt une forme de prise de conscience collective et de civisme collectif, qui fait que, malgré l'absence d'obligations ou de décisions gouvernementales, la situation a l'air de s'améliorer un petit peu en Suède. Donc évidemment, on ne pourra dire quelque chose de définitif qu'à la toute fin de l'épidémie, lorsqu'on aura fait des comptes complets, mais au minimum, à l'heure actuelle, la comparaison des chiffres français et suédois suggère vraiment qu'il y a eu un peu trop d'optimisme de la part des Suédois, et en particulier que cet optimisme a coûté la vie spécifiquement à un nombre gigantesque de personnes âgées, comme c'est très documenté dans les statistiques de mortalité là-bas. Eh bien, sur cette vision générale, je vais clore cette vidéo. Si on devait donner un résumé ou une morale à toute cette histoire, eh bien, c'est que 1. Oui, le confinement a très bien marché. Et dans tous les pays où il a été appliqué, il a été redoutablement efficace pour juguler la croissance exponentielle de l'épidémie. Oui, le déconfinement a été fait en un moment où, au moins en France, il n'a pas provoqué de rebond de l'épidémie. Et encore maintenant, même si on observe des clusters régulièrement, par-ci par-là, il n'y a pas de dynamique nationale de rebond épidémique. Mais la présence d'une seconde vague explicite dans de nombreux pays post-confinement, et en particulier dans des pays européens, suggère que le continent européen, globalement, n'est certainement pas sorti d'affaire, qu'une deuxième vague va frapper un certain nombre de pays, et que si nous voulons éviter que la France fasse partie des pays subissant une deuxième vague, eh bien, il va falloir être très très conscient que cette affaire n'est pas du tout terminée, et qu'il faut absolument, absolument ne pas baisser la garde sur les risques de contamination directe. Sur ces conseils un peu inquiétants, mais qui au moins nous indiquent la marche à suivre, je vous souhaite une bonne journée, un bon été. Je vous recommande vraiment à nouveau de rester très prudent et de bien vous porter.
Et j'espère que les choses se seront suffisamment stabilisées du côté Covid-19 pour que la prochaine vidéo traite à nouveau de physique et pas d'analyse de données épidémiologiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Restez prudents.